c'est Thierry Lacroix que nous allons probablement surveiller de plus près que les autres, car Thierry a marqué 25 des 38 points face au Tonga, et peut-être battra-t-il le record du capitaine écossais Gavin Hastings, qui lui avait marqué 44 des 89 points face à cette même équipe de Côte d'Ivoire. Bruno Kaufmann. Avant France-Écosse, duel à distance entre Thierry Lacroix et Gavin Hastings. Face à la Côte d'Ivoire, l'Écossais a frappé un grand coup. 44 points sur les 89 inscrits par son équipe, soit 4 essais, 9 transformations et 2 pénalités. C'est le record de points marqués dans un match international. Pendant ce temps, contre les îles Tonga, dans la tourmente de Pretoria, Thierry Lacroix avait réussi sur les 38 du 15 de France un score de 25 points, 2 essais, 3 transformations et 3 pénalités. Un résultat dans des conditions difficiles qui laisse présager une super performance du 3/4 centre français face à la Côte d'Ivoire, certainement la nation la plus faible de cette Coupe du Monde. Non, je crois que c'est vrai, tant mieux pour lui qu'il ait battu ce record, mais c'est pas la recherche principale. Je crois qu'avant tout, on est là pour concrétiser des actions de tout un groupe et faire en sorte que tout se passe bien. Et à partir de là, c'est vrai que quand il y a 89 points, en marquer 40, c'est plus facile que le contraire de marquer 40 points quand on n'a que 40 à marquer. Dans ce match, Hastings a aussi égalisé le record d'essais marqués et Thierry ne doit pas sous-estimer la performance de l'Écossais. Pour les tirs au but, Gavin a eu un très bon pourcentage de réussite. Dans quelques instants, France-Côte d'Ivoire, et même s'il ne veut pas l'avouer, Thierry tentera de relever le défi, battre Hastings, le remplacer au palmarès, avant de se mesurer directement à lui samedi prochain pour ce France-Écosse tant attendu. Parmi les joueurs mis en réserve par Pierre Berbizier ce soir, Olivier Merle, qui mesure 2 mètres, qui pèse 125 kilos, qui chausse du 51. Voilà, il n'aime pas trop qu'on le dise, mais je tiens quand même à le préciser. Et Olivier, d'abord, j'aimerais savoir quel a été le climat après les Tonga. Pierre Berbizier a fait une grosse colère. Est-ce que vous avez ressenti une réaction chez vos camarades ? Je crois que c'est vrai qu'on a dérapé un petit peu au démarrage de cette Coupe du Monde. Donc on n'a pas fait la prestation que tout le monde était en droit d'attendre après le match du Tonga. Donc c'est certain qu'il y a eu un coup de colère, c'est normal, c'est une Coupe du Monde, il ne faut rater aucun match. Donc aujourd'hui, remettons-nous en selle et tout ira bien. Alors, il y a une concurrence entre les deuxièmes lignes. Il y en a 3 dans la sélection française. Il se trouve par hasard que ce sont 3 Olivier, Brouzet, Rouma et vous, Olivier Merle. Comment se passe cette concurrence? Est-ce qu'elle est saine et c'est vraiment le meilleur qui joue à chaque fois? Je crois que la concurrence est nécessaire au sein d'un groupe comme ça de 26 joueurs pour jouer tous les matchs de cette Coupe du Monde. Et puis il n'y a pas que pour la Coupe du Monde, la concurrence existe partout et elle se passe très très bien, autant avec le deuxième ligne qu'avec les autres joueurs aux autres postes, il n'y a pas de problème. Olivier, comment est-ce que vous vivez alors que vos camarades se font prendre en photo là juste avant ce match, comment vous vivez ces surnoms qu'on vous attribue dans la presse en permanence, l'homme ennemi, etc. Bon, ça ne me gêne pas du tout. Je le prends avec beaucoup d'humour et de sympathie. Je crois que ça fait partie du folklore, c'est sympa. Voilà, et puis il faut préciser qu'en dehors du terrain, Olivier Merle est le plus charmant et le plus doux des hommes. On va assister à une belle histoire ce soir. La première sélection officielle, car il n'était rentré que temporairement dans le 15 de France, du talonneur de Toulon, Marc de Rougemont, qui va retrouver dans la mêlée un de ses copains d'enfance, un de ses copains de lycée, Christian Califano. La belle histoire, c'est Christian Jean-Pierre qui nous la raconte. Yann Delegue et Christian Califano, tous deux originaires de Toulon, accueillent en équipe de France Marc de Rougemont. Ce talonneur, également toulonnais, est âgé de 23 ans. Ce match est pour lui capital. On relâche. C'est sûr que ça représente beaucoup parce que je veux dire, c'est surtout dans un tel événement qui est la Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir de faire un match au niveau de représenter l'équipe de France et de prouver ce que l'on vaut et peut-être encore pour aller plus loin. Marc et Christian, c'est un peu Duponté et Dupondé. Ils jouent tous deux en première ligne et se connaissent depuis 15 ans.
Ça serait plutôt personnel. Bon, c'est vrai qu'il va avoir un rôle difficile parce que ça sera un peu le leader de devant. En tant que talonneur, il va falloir... Bon, je connais Marc, je sais qu'il n'aura pas de problème, il ne se posera pas de questions. Au contraire, il fera tout dans ses moyens pour qu'on avance. Et je sais qu'il en est capable. Bon, maintenant, de jouer ensemble, c'est un grand rêve qui se réalise. Rougemont et Califano ont découvert le rugby ensemble à Toulon. Leur entente sur le terrain ne devrait pas poser de problème. La complicité, c'est important à tous les niveaux de la vie des hommes, à plus forte raison sur un terrain de rugby où le combat est une réalité évidente. Là, ce sont des mecs ce sont deux gosses qui ont, j'allais dire, la même conception du monde. Ils sont très généreux, relativement infantiles. Ils ont un goût pour se donner du bonheur l'un à l'autre. Et en même temps, ils sont très sociaux, je dirais, ou très sociables. En même temps, ils ont des qualités athlétiques tellement exceptionnelles et ils sont tellement morts de faim qu'on devrait se régaler. Le manque d'appétit est peut-être le mal dont a souffert la France lors du premier match. Aujourd'hui, ce ne sera sans doute pas le cas. Changement de gabarit maintenant avec Patrick Tillet que l'on retrouvera tout à l'heure avec Jean-Claude Hichet et Éric Blanc pour les commentaires en direct de ce match. Patrick, il y a eu 2 rencontres cet après-midi et c'est des résultats importants. Oui, et parfois même surprenants. En début d'après-midi, l'équipe des Samoa a battu l'Argentine 32-26 alors que les Argentins ont longtemps mené. On a même pensé que les Argentins allaient se qualifier pour les quarts de finale. Ça n'a pas été le cas et ce sont les Samoans qui sont les mieux placés. L'Afrique du Sud a battu la Roumanie 21-8. C'est pas un gros score. Là aussi, c'est une demi-surprise. Chez eux, on pensait que les Sud-Africains n'auraient pas beaucoup de difficultés pour s'imposer. Ça n'a pas été vraiment le cas. Tout à l'heure, bien sûr, à 18h, je ne vous apprendrai pas que l'équipe de France joue contre la Côte d'Ivoire. Si ? Ah bon, d'accord. Et à 20h, nous aurons le match entre l'Écosse et le Tonga, un match qui compte pour la poule D et qui concerne donc directement l'équipe de France. Je dois vous dire aussi qu'avec les résultats que nous avons eus tout à l'heure, on a peut-être une idée des quarts de finale, des prochains quarts de finale dans le haut du tableau. Le bas de tableau, c'est la France. Pour le moment, on ne sait pas encore. Haut de tableau, on aurait écouté bien en quart de finale. Angleterre, Australie, certainement d'ailleurs sur TF1, et également Samoa, Afrique du Sud. Voilà. Très bien, alors que vous voyez passer derrière moi une partie de l'équipe de Côte d'Ivoire qui va à l'échauffement. Les arrières s'échauffent de l'autre côté du terrain. Précisément, cette équipe qui vient de prendre 89 points par l'Écosse, comment vit-elle, comment ressent-elle cette Coupe du Monde et puis qu'est-ce qu'elle pense du match qu'elle va disputer devant l'équipe de France? Toutes ces réactions, nous les avons grâce à Lionel Audibert. C'est vrai que pour nous ça a été une gifle, d'autant que c'était devant les caméras du monde entier, devant beaucoup de spectateurs. Donc au fond de chaque joueur, ça a été très dur à digérer. À partir du moment où on connaissait avant le tournoi et qu'on avait évalué nos faibles forces et surtout nos grandes faiblesses, je crois que non, c'est absolument pas une faillite personnelle. On a un maillot à défendre, c'est pareil comme contre l'Écosse, on va essayer de jouer à fond et puis on verra où on y sera. Je crois que quand on vient de prendre une déculottée comme on l'a prise, il faut d'abord essayer de positiver au maximum ce qui a marché. On s'est refait une santé morale, on sait que ça sera aussi dur si ce n'est plus, mais on est là d'abord pour apprendre. La peur ne supprime pas le danger, donc c'est pas parce qu'on aura peur de prendre 100 points qu'on ne les prendra pas. Donc j'espère vraiment du fond de mon cœur, parce que je crois que les joueurs ne le méritent pas, qu'on ne prendra pas 100 points. La présence de cette équipe de Côte d'Ivoire qui vient de passer à la photo, elle peut paraître surprenante et pourtant elle n'est pas le fruit du hasard. Le rugby a été importé en Côte d'Ivoire avec les colons, bien sûr, dans les années 20, mais bien des siècles avant, un jeu existait chez les pêcheurs ivoiriens. C'était une sorte de soul, histoire de rugby. Bruno Kaufmann. À quelques kilomètres d'Abidjan, Bassa. Maintenant, sur la plage, comme sur toutes les autres plages de Côte d'Ivoire, les enfants délaissent parfois le football, le sport numéro 1 du pays. Ils préfèrent se passer une noix de coco de main en main pour faire comme leurs grands frères, les éléphants, ces rugbyman ivoiriens, qualifiés pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Maintenant, avec la qualification à la Coupe du Monde, on voit ce rugby-là avec un autre œil et ça suscite en ce moment beaucoup d'engouement. À preuve, à la télévision ivoirienne, nous avons créé un magazine spécifiquement pour le rugby. Par ses couleurs, son ambiance, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Mais une Afrique restée très française. L'influence de la France persiste dans tous les domaines et ce n'est donc pas un hasard si le rugby,
D'abord réservé à la communauté blanche, s'est développé dans ce pays. Aujourd'hui, il est essentiellement pratiqué par les Noirs, fruit d'une politique mise en place au début des années 80. Nous avons développé au niveau scolaire, nous avons reconnaître ce sport au niveau des institutions et nous avons à l'heure actuelle 7 à 8 régions qui sont couvertes sur les 10 en Côte d'Ivoire pour le développement de ce sport. C'est une organisation relativement importante avec 173 éducateurs, des bénévoles, plus de 200 équipes de jeunes. Voilà ce que nous avons fait. La zone où vous venez, vous soutenez. Le début de mêlée, c'est Pierrick. Vous avez compris ? La passion de cet éducateur, c'est toute la richesse du rugby ivoirien. Lui et beaucoup d'autres organisent des tournois interlissés chaque semaine sur tout le territoire. L'ambiance de fête est permanente sur le terrain et dans les tribunes. C'est bon. Allez, jambes, vous tombé. Ok, ça va, 4, 4, 4, 4. On soutient les gars, on soutient les gars. Conséquence immédiate de cet engouement, des résultats sportifs extraordinaires. Allez, vas-y, toi. En 1993, les jeunes Ivoiriens ont obtenu le titre de champion du monde Benjamin. Quant aux grands, on le sait, ils sont ici en Afrique du Sud pour le mondial. J'ai vu les choses évoluer, surtout sur le plan des mentalités. Je crois que la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde a entraîné un déclic de la part en particulier des pratiquants, je dirais, du plus haut niveau, et se sont dit que maintenant, en tout cas sur le continent, ils n'avaient rien à envier aux meilleurs, si ce n'est peut-être à l'Afrique du Sud, et maintenant se situer juste après eux. Après cette qualification, autre déclic, les pouvoirs publics et les sponsors se sont mobilisés. Pour participer à la Coupe du Monde, les Ivoiriens disposent d'un budget important. Sociétés d'informatique, transitaires et producteurs de café cacao ont investi. Malheureusement, tout cela n'est pas suffisant. Les joueurs de Côte d'Ivoire éprouvent les pires difficultés ici, en Afrique du Sud. La moitié de l'équipe joue en France, l'autre en Côte d'Ivoire. Le problème pour l'entraîneur, réaliser l'amalgame. Et puis si les Ivoiriens ont les qualités de vivacité, de rapidité des sportifs africains, ils en ont aussi les défauts. Ils manquent de discipline et d'organisation dans le jeu collectif. La Côte d'Ivoire vient de subir une déroute face à l'Écosse, mais sa participation à la Coupe du Monde n'est pas à remettre en cause. La présence de ce pays contribue à développer le rugby sur tout le continent africain. Bruno Kaufmann vous l'a dit, la moitié de cette équipe de Coupe d'Ivoire joue en France et 2 joueurs disputent le championnat de France de première division. Le demi-mêlée de Nîmes, Frédéric Dupont, et puis surtout Sanoko, le deuxième ligne de Biarritz que nous présente Bruno Kaufmann encore. C'est toujours la même émotion. Grand gaillard d'1m95 et 115 kg, Sanoko ne peut retenir ses larmes. Porter le maillot de son pays, c'est retrouver tout ce qu'il a laissé en partant à Biarritz il y a plus de 10 ans. Ça fait toujours du bien de revenir un peu et puis le climat, la chaleur, tout. Ça change un peu de l'hiver. Bon, c'est vrai, je suis bien à Biarritz, mais bon, ça fait toujours un petit pincement de penser que la famille est très loin quand même. Ouais. Parcours initiatique, retour dans le quartier où il passe à son enfance, là où il n'est plus l'international de rugby, mais seulement l'ami de toujours. Là, c'est mon quartier, ça. L'habitat autoroute, c'est ici que j'ai passé ma jeunesse, quartier. J'ai encore des amis de mon enfance ici. J'ai commencé à jouer au rugby à 18 ans. Là, c'est le stade où j'ai appris à jouer au rugby. On passait pas souvent des grilles comme ça. Que de chemin parcouru depuis. Débarqué à 20 ans sur la côte basque après seulement 2 ans d'expérience rugbystique, Sanoko va pourtant rapidement s'affirmer comme l'un des tout meilleurs deuxième lignes français. Il sera même sélectionné en équipe de France à prime pour une tournée en Namibie. Aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, il a l'opportunité de participer à la Coupe du Monde et il éprouve une joie immense d'évoluer dans une équipe où il retrouve ses racines. Dans la vie, on est joyeux, on aime rigoler, on aime se taquiner tout le temps. Et puis bon, je pense que ça se produit un peu, ça se retrouve un peu dans notre jeu. C'est la joie, c'est comme ça, on a envie de s'amuser. Il est un sélectionné français alors que les Ivoiriens continuent de s'échauffer et que les Français, eux, sont rentrés au vestiaire. Il est un des sélectionnés français dont on a peu parlé. C'est l'arbitre Joël Dumais qui a déjà arbitré la rencontre Samoa-Italie. Et comme nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-Claude Hichet au commentaire. Alors, d'abord, Jean-Claude, est-ce que les arbitres sont notés et est-ce que l'arbitre français a été bon? A-t-on des chances de le revoir dans cette Coupe du Monde? Bien, écoutez, Roger, d'abord, bien entendu, les arbitres sont notés tout le temps et en particulier pendant la Coupe du Monde. Et en ce qui concerne notre ami Joël Dumais,
Dumay qui est l'un des meilleurs, sinon le meilleur arbitre français actuel. De l'avis autorisé tels que ceux de Nas Botta ou d'Andy Irvine, il a effectué avec Derek Bivan lors du match d'ouverture le meilleur arbitrage qu'on ait vu depuis le début de cette Coupe du Monde. Merci Jean-Claude. Eh bien justement, cet arbitre Joël Dumay, nous allons faire plus ample connaissance avec lui grâce à quelqu'un qui adore les arbitres, Patrick Tillet. Avec Patrick Robin, Joël Dumay, que l'on voit ici diriger le match Samoa-Italie, est l'un des 2 arbitres français officiant dans cette 3e Coupe du Monde de rugby. Un véritable honneur, une consécration même pour ce directeur de jeu de 35 ans, marié, père de 2 enfants et qui a déjà une longue expérience de l'arbitrage derrière lui. C'est une récompense, c'est un petit peu comme je pense un joueur quand il reçoit sa sélection. C'est je pense le même sentiment qu'on peut éprouver. Pour pouvoir diriger des rencontres du plus haut niveau, ce commercial d'une grande société de distribution alimentaire basée à Bordeaux a dû faire de grosses concessions car il lui fallait être prêt physiquement et moralement. Ainsi, pour entretenir sa condition, Joël Dumay a couru 3 fois par semaine dans les vignobles célèbres du vin de Sauternes, région où il habite. Pour ce qui est du mental, là aussi pas de problème. Depuis 20 ans qu'il arbitre, Joël Dumay s'est assumé ses responsabilités. La Coupe du Monde sera télévisée, il y aura du monde, etc. Donc la moindre erreur pourra prendre des proportions importantes. Mais je crois que tous les arbitres ont peut-être un petit peu peur, c'est de ne pas voir la faute que tout le monde a vue. Pas de crainte pour Joël Dumay, qui dans une discipline sportive où les hommes en noir n'ont pas toujours la considération qu'ils méritent, n'a jamais failli. Et Coupe du Monde ou pas, cet arbitre de talent saura faire honneur à son maillot. Après, allez les petits, ah oui, ça nous rappelle Roger Coudert. On pense à lui à chaque match, allez les petits. Et après, l'arbitre, l'entraîneur maintenant. Nous allons retrouver Éric Blanc, qui je le rappelle est l'entraîneur du Racing Club de France et qui commente avec Patrick Tillet et Jean-Claude Dichet. Alors, est-ce que Pierre Berbizier peut tirer les enseignements importants de ce match? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont jouer leur place future dans le 15 de France? Écoutez Roger, Pierre Berbizier applique la technique de la salade de fruits. Tous les joueurs qui n'ont pas joué le premier match jouent le second, à part Delo qui a un problème au pouce, et il est évident que certains joueurs ce soir jouent leur place pour le fameux France-Écosse de samedi. Alors le coup d'envoi de ce match France-Côte d'Ivoire sera donné dans environ 8 minutes. Je vous le disais en début d'émission, 9 changements dans ce 15 de France pour rencontrer la Côte d'Ivoire. Composition de l'équipe avec Patrick Tillet. Laurent Benezèche de retour en équipe de France après une opération à un œil. Marc de Rougemont, première grande sélection pour le Toulonnais. Califano, l'assurance tout risque de la première ligne française. Olivier Brouzet, 2e match d'affilée pour le Grenoblois. Olivier Roumain, le grand spécialiste de la touche, il est de Dax. Arnaud Coste, qui avait fait ses débuts contre le Canada à Besançon. Laurent Cabane, le créatif de l'équipe de France. Abdelatif Benazi, d'Agen. Guy Akoseberi, titulaire lors du tournoi des Nations à la mêlée. Yann Delegue, 2e match également pour le Toulonnais. Philippe Saint-André, capitaine de l'équipe de France. Thierry Lacroix, le buteur du 15 de France. Franck Ménel, qui a terminé avec ses problèmes de genoux. Willy Le Bordelais, le polyvalent du 15 de France. Sébastien Viars, arrière à Brive et dans le 15 de France. Pierre Berbizier, enfin, entraîneur du 15 tricolore. Voilà, vous en savez plus maintenant sur la composition du 15 de France. Coup d'envoi dans quelques minutes maintenant. Nous allons retrouver Patrick Tillet, Jean-Claude Dichet et Éric Blanc pour les commentaires. Auparavant, une page de pub. À tout de suite.